Saviez-vous qu'un journaliste sur 10 est amené au cours de sa carrière à couvrir une actualité sportive? Le sport occupe une place de plus en plus importante dans la presse écrite et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de vous outiller immédiatement pour l'avenir. Mon nom est Sophie, Daphné, Andréane, Océane et nous vous présentons le journalisme sportif. Maîtriser le discours sportif, l'art de combiner efficacité et émotion. Dans cette vidéo présentation, nous commencerons par vous expliquer plus en détail ce qu'est le journalisme sportif. Nous continuerons par la suite avec une suggestion d'ouvrage pour vous aider à approfondir le sujet. Nous poursuivrons avec 10 conseils de réécriture et notre atelier de réécriture. Quelques mots viendront clore cette présentation. Le journalisme sportif. C'est Eugène Chaput, qui est considéré comme le premier journaliste de sport français. C'est grâce à lui, entre autres, que le terme sport est introduit en France. Par contre, c'est à Pierre Giffard, un éminent journaliste de l'époque, que l'on doit la création du premier quotidien sportif français, Le Vélo, en 1892. Le journalisme sportif est un journalisme comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres. Il est comme les autres parce que le journaliste doit suivre la même formation que les autres journalistes généralistes. Il doit aussi suivre les mêmes règles professionnelles et éthiques que ses confrères. Là où le journaliste sportif se différencie des autres, c'est parce qu'il est intimement lié à la matière qu'il traite. Et il est le seul à pouvoir inventer l'actualité. Nous allons maintenant vous présenter des ouvrages qui vous seront nécessairement utiles dans votre parcours de journaliste sportif. Comme on fait son lead, on écrit, d'Antoine Char. Cet ouvrage est un indispensable pour la rédaction des livres. Il est édité au Québec. L'auteur est un journaliste d'expérience. La documentation est très riche et il y a de nombreux exercices pour vous pratiquer à développer des leads qui ont de l'impact. Seul aspect négatif, les exercices peuvent parfois être un peu répétitifs et vous vous en doutez, le contenu du livre n'est consacré qu'au livre exclusivement. L'écriture journalistique de Jacques Maurica. C'est un essentiel à découvrir puisque cet ouvrage est très complet, accessible et qu'il offre une pléthore de conseils d'écriture. Cependant, c'est un ouvrage qui est édité hors Québec et qui se consacre exclusivement à l'écriture journalistique, donc c'est un peu moins approprié pour l'écriture journalistique sportive. Sports Journalism, A Practical Guide par Phil Andrews. C'est un ouvrage coup de cœur pour toute personne qui débute dans le métier de journaliste sportif. Le contenu est très diversifié. Ça touche autant l'environnement médiatique, le style d'écriture, les entrevues, la photographie. Et les annexes sont vraiment très utiles. Il y a une annexe pour obtenir un emploi, une annexe boîte à outils et des suggestions de lecture et de films dans le domaine du sport. Le seul point négatif, c'est que l'ouvrage est édité hors Québec et qu'il est en anglais. Mais sinon, c'est vraiment une bible à se procurer à tout coup. Étude comparative d'un journalisme de 1955 avec celui de 2006 dans le quotidien québécois La Presse, le code du journalisme sportif, par Sophie Lamotte. Ce mémoire de maîtrise est une excellente mise en contexte de la presse sportive québécoise. C'est rédigé au Québec, c'est une comparaison du genre pour 1955 et 2006. Le mémoire contient de nombreux exemples. Il contient aussi des conseils d'écriture. C'est vraiment un outil essentiel pour comprendre la presse québécoise actuelle et comprendre son évolution, mais cependant, le champ de recherche est restreint au quotidien La Presse, donc c'est difficile d'étendre ces observations à d'autres quotidiens québécois. Écrire le sport par Baudard, Beaucharrat et Brousse. L'ouvrage est intéressant pour sa section dédiée à la photographie, ainsi que la moitié de l'ouvrage est consacrée aux écritures du sport. Cependant, il est édité hors Québec et les autres sujets sont toutefois très pointilleux. La création lexicale d'origine métaphorique dans le discours journalistique sportif, par Romain Vanou de Hudson. L'ouvrage est intéressant car il aborde le cas des anglicismes dans l'écriture du discours sportif, et ce, depuis la perception structurale et syntaxique. Par contre, l'auteur ne focalise que sur une construction métaphorique, ne permettant donc pas d'avoir suffisamment d'informations sur les différentes structures de phrases et de quelle façon les traduire. Représenter les relations entre grammaire et genre de discours, l'exemple des commentaires sportifs, par Mustapha Krasem.
L'ouvrage présente plusieurs exemples concrets ainsi qu'une classification pour chacun de ces termes, très utile pour comprendre la signification et le sens métaphorique de certains mots dans le monde du sport. Par contre, certains passages de l'ouvrage étaient un peu complexes à comprendre et nécessitent une recherche plus approfondie sur le lexique, ce qui n'était pas nécessairement utile pour le travail en question. L'évidence des anglicismes dans le discours journalistique français, le cas du sport, par Mélanie Bernard-Béziade. Les données présentées dans cet article mettent en valeur la place que donnent les journalistes français aux anglicismes et permettent de mettre en exergue l'évidence des anglicismes dans le domaine du sport. Par contre, la recherche n'est basée que sur des anglicismes issus d'un journal français et ne peut donc pas se rapporter dans son entièreté au discours du français québécois. Selon Jacques Mourican, s'il est un domaine où l'habit fait le moine, c'est bien celui de la presse. L'apparence de l'article est de loin le critère le plus essentiel à respecter pour attirer l'œil du lecteur et l'inciter à poursuivre sa lecture. Jacques Mourican dit « Presque tous les lecteurs commencent par un feuilletage terriblement sélectif. En quelques minutes, 3 en moyenne, 80% d'un contenu de journal sont éliminés. » Avant d'aborder les particularités liées à la révision d'articles de journalisme sportif, il faut comprendre que ce type d'écrit n'échappe pas aux contraintes de la rédaction journalistique dite plus générale. En effet, l'écriture journalistique sportive se doit de respecter les bases de l'écriture journalistique. Pour les 3 premiers conseils, il sera donc question de la mise en page d'un article de journalisme, plus particulièrement des titres et des sous-titres, du lead ainsi que de la structure de celui-ci. Conseil numéro 1. S'assurer que la titraille capte l'attention du lecteur. Comme pour la révision d'un article de journalisme, les réviseurs d'un article de journalisme sportif se doivent de porter une attention particulière à la titraille. Effectivement, les titres, les sous-titres et les intertitres sont les premiers éléments, avec les images, qui vont attirer l'attention du lecteur. Le titre. Le titre définit en quelque sorte un contrat avec le lecteur. Il engage l'auteur de l'article à dire ce que le titre en dit. Il ne doit donc ni être sous-vendeur, c'est-à-dire lorsqu'il ne prépare pas bien le lecteur au contenu de l'article, ni sur-vendeur, lorsqu'il a trop pris sur le contenu de l'article. Le titre se doit de donner du sens à l'article en question et d'être visible, car l'œil ne va qu'au plus gros caractère. De plus, il est essentiel de conserver un titre assez court pour qu'il soit facilement lisible. Il existe 2 types de titres. Les titres informatifs, qui résument simplement l'information, et les titres incitatifs, qui cherchent à surprendre, à faire sourire ou à intriguer. En 2006, les titres d'articles sportifs de la presse comportaient en moyenne 7 à 8 mots. Pour ce faire, le journaliste utilise des figures de style, des adjectifs forts et des mots percutants. En effet, les journalistes contemporains tentent de capter l'attention du lecteur en rédigeant des titres selon une visée attractive, selon la mode. Les sous-titres. Normalement, le sous-titre se place directement sous le titre de l'article. Il ne constitue pas nécessairement une phrase en tant que telle, mais a tout de même une visée informative et attractive. Le titre doit cependant toujours rester celui qui donne l'information centrale, mais le sous-titre peut servir à le compléter, selon Mourican. Les intertitres. L'intertitre est inséré directement dans le corps de l'article. Il est essentiel au découpage d'articles longs et permet de capter l'attention du lecteur, en plus de faire ressortir les arguments principaux du texte. En effet, un lecteur paresseux qui irait de tête de paragraphe en tête de paragraphe connaîtrait au moins les principaux de l'argument de l'auteur. L'intertitre peut aussi bien être lu au moment du survol rapide de l'article qu'à sa place logique en cours de lecture. En règle générale, l'intertitre se veut plutôt court et mystérieux, et ce, pour inciter à la lecture. Donc, en résumé, pour le conseil numéro 1, veillez à ce que le titre annonce le contenu de l'article, s'assurer que le titre soit court et incite à la lecture, vérifier que le sous-titre complète le titre et non lui vole la vedette, et s'assurer que les intertitres sont courts et découpent bien l'article. Conseil numéro 2. Vérifiez que les informations du lead soient concises et imagées. Si le lecteur est toujours intéressé à en prendre davantage après avoir lu la titraille et regardé l'image, laquelle sera plus élaborée au conseil numéro 5, il reste tout de même du travail à faire. En effet, le lecteur veut en savoir davantage, mais il n'est pas encore captif. C'est à ce moment qu'entre en jeu le lead. Il s'agit du deuxième élément le plus important d'un article journalistique, car c'est ce petit paragraphe qui
poussera le lecteur à poursuivre sa lecture ou non. Souvent mis en gras et placé juste en dessous du titre ou le sous-titre s'il y a lieu, il sert à informer plus en détail sur le contenu de l'article. Attention, il doit cependant ne contenir que l'information essentielle du texte. Pour faciliter la révision d'un lead, il est important de vérifier que celui-ci réponde le plus possible, soit dans la mesure où l'article le permet, aux 6 questions de Rudyard Kipling suivantes. Qui, soit le sujet, quoi, l'objet, quand, à quel moment, où, le lieu, comment, de quelle manière et pourquoi. Conseil numéro 3. S'assurer que la structure de l'article respecte les principes de la pyramide inversée. Comme pour la majorité des écrits, l'écriture journalistique nécessite une méthode. L'une de ces méthodes, mentionnée plus tôt, consiste à composer le lead à partir des 6 questions de Rudyard Kipling. La deuxième méthode correspond à celle de la pyramide inversée. Selon le principe de la pyramide symbolise la méthode qui veut que le journaliste écrive les éléments essentiels en premier, puis les éléments moins importants, et ainsi de suite, jusqu'à des éléments relativement peu importants, relevant presque de l'anecdotique. En gardant toujours en tête de satisfaire la curiosité du lecteur le plus rapidement possible, le réviseur doit vérifier que les informations les plus importantes sont donc données en début d'article. Il est donc toujours question à cette étape de capter l'attention du lecteur. Selon Adams, cité dans l'introduction de l'article va pouvoir attirer l'attention du lecteur en moins de 30 mots. Après avoir résumé les principaux points de l'histoire dans l'introduction, le lecteur devrait ensuite se faire fournir les détails par ordre d'importance. Donc, en résumé, pour le conseil numéro 3, veillez à ce que les informations importantes se trouvent en début d'article, vérifiez que les informations suivantes soient présentées par ordre d'importance et s'assurer que l'introduction capte l'attention du lecteur en moins de 30 mots. Conseil numéro 4. Veillez à tirer le meilleur des entrevues. Un article sportif gagnera en valeur si le lecteur est en mesure de sentir la présence du journaliste sur le terrain. À vrai dire, il est possible d'écrire un compte-rendu sportif en ayant seulement accès aux résultats ou aux statistiques. Mais le journaliste sera dans l'impossibilité de commenter le match s'il n'y assiste pas. Et l'article sera moins intéressant et peut-être moins utile pour le lecteur à la limite. Le journaliste doit assister à l'événement auquel il est attitré. Il doit se mêler aux acteurs sportifs, autant les entraîneurs que les athlètes, pour partager les moments d'après-match ou de la performance sportive. Selon Lucy Scotch et la mode par le fait même, la présence du journaliste sur le terrain permet de réaliser des entrevues. C'est ce qui amène un plus aux articles. L'article sera plus solide puisque les émotions seront transmises au public et ce de manière efficace. Vous pouvez suivre les conseils de Andrew pour insérer des citations directes. Je vais vous les résumer en 7 points précis. Le conseil numéro 1, c'est que les citations ne doivent pas être modifiées à moins que ce soit pour une question de clarté. La grammaire et la syntaxe, c'est quand même important, on va se le dire. Ces mêmes citations permettent de transmettre la personnalité de la personne interviewée. Donc, prenez le temps de vraiment bien choisir vos citations et elles ont une incidence sur la qualité de votre article. Privilégiez le langage coloré et les opinions fortes. Évitez les citations trop longues. Votre but n'est pas d'ennuyer votre lecteur. Et alors, soyez précis et pertinents. Vos citations doivent toujours être présentées avec des guillemets et elles doivent être rédigées au présent. N'altérez pas les informations recueillies en ajoutant des mots superflus pour pigmenter le contenu. Ce n'est pas votre rôle. Et assurez-vous de ne pas transmettre du contenu diffamatoire. Il est de votre devoir de distinguer ce qui est bon ou mauvais. En bref, afin de prouver la présence du journaliste sur le terrain, il est recommandé d'insérer des citations directes. Le journaliste est allé à la rencontre de l'athlète, donc on doit prouver qu'il est allé avec ses traces. Dans le cas d'une réécriture, gardez le verbatim original. Et si vous n'y avez pas accès, paraphraser le contenu du mieux que vous pouvez pour faire ressortir les émotions de l'athlète ou de l'entraîneur. Bref, plus il y a de détails, mieux ce sera. Conseil numéro 5, trouvez la bonne photo pour le dire. Les mots sont primordiaux pour tout journaliste sportif, mais le rôle de la photographie ne doit pas être négligé pour autant. Dans son étude comparative d'un journalisme de 1955 avec celui de 2006 dans le quotidien québécois La Presse, Sophie Lamotte a remarqué que la photographie occupait, en 2006, 31% de l'espace d'une page,
alors que ce pourcentage n'était que de 7% en 1955. C'est quand même une hausse de 24% en seulement une cinquantaine d'années. L'importance de la photo à notre époque n'est donc plus à démontrer. Selon Baudard, Beaucharranque et Brousse, la photographie reste irremplaçable pour immortaliser l'instant de la victoire qui fait frémir le public. Elle est un moyen efficace de plonger le lecteur dans l'ambiance même de l'événement et d'assurer une proximité avec celui-ci. Il est donc important, lors de la rédaction d'un article journalistique sportif, de choisir avec grand soin la photo qui accompagnera votre texte. Pour vous guider, optez pour une photo qui fait revivre un moment clé de l'action. Et surtout, pensez à créer un contact de proximité avec le lecteur. Conseil numéro 6. Respecter les contraintes stylistiques du journaliste sportif. Le discours journalistique sportif semble trouver ses caractéristiques dans une tendance à utiliser nombreux emprunts, des noms propres, à utiliser la thématique de l'histoire, à jouer plus ou moins consciemment avec les stéréotypes sociaux et, de manière plus évidente, à employer des figures de style. Ainsi, il va de soi qu'il est essentiel de maîtriser le style du discours sportif lorsque vient le temps de réécrire un texte du genre. Ainsi, la réécriture d'un compte-rendu sportif ne doit pas être laissée au hasard. Dans le discours journalistique sportif, les commentateurs doivent, par une convention imposée depuis le début de la profession, de suivre un style extrêmement codifié par des usages linguistiques précis que nous pouvons définir comme étant stéréotypés. Il est donc important de comprendre comment sont construits les articles de presse sportive pour mieux les réécrire. Tout d'abord, les figures rhétoriques telles que la métaphore et la métonymie sont des moyens de création lexicale particulièrement efficaces pour décrire les événements sportifs. En effet, le contenu doit comporter certaines figures de style qui servent à magnifier le discours. Tout d'abord, les figures rhétoriques telles que la métaphore et la métonymie sont des moyens de création lexicale particulièrement efficaces pour décrire des événements sportifs. En effet, le contenu doit comporter certaines figures de style qui servent à magnifier le discours. Il est ainsi possible de rattacher cette idée au concept de narratabilité, qui veut que l'auteur des textes doit parfois exagérer son propos afin de le rendre suffisamment intéressant et donc publiable. L'hyperbolisation, qui peut également passer par des utilisations de métasémie, métonymie ou métaphore, révèle un vraiment bon exemple d'exagération du discours dans le but de le rendre plus attrayant. La création et l'utilisation d'un lexique hyper-appréciatif sont comprises comme étant inhérentes aux commentaires sportifs. En résumé, pour le conseil numéro 6, veillez à magnifier le discours en utilisant des figures de style, s'assurer que le discours soit hyper appréciatif pour qu'il soit suffisamment intéressant pour le lecteur et finalement, veillez à l'usage d'un lexique de haut degré afin d'accentuer la narration. Conseil numéro 7. Assurez-vous d'effectuer un compte-rendu du match. Parmi les nombreux conseils de Scott, un bon compte-rendu sportif doit présenter une analyse tactique et technique, mais doit aussi refléter la position du journaliste par rapport à la performance sportive. Se positionner par rapport à la performance est une exigence reliée au journaliste sportif. L'analyse tactique et technique se caractérise comme étant l'approche relativement factuelle qui a pour objectif de faire connaître au lecteur le déroulement de la rencontre, l'évolution du score, les actions clés du match, les sanctions données par l'arbitre et les blessés. L'usage d'un vocabulaire technique et spécifique aux journalistes sportifs est également requis. C'est l'essentiel dans un compte-rendu sportif, parce que le lecteur souhaite obtenir ces informations. L'article ne sera pas utile ou nécessaire pour qui que ce soit si ces informations ne sont pas dans l'article. Il ne doit pas rester en surface en écrivant seulement des informations connues de tous comme le lieu, la date ou l'heure de l'événement. Il est l'expert sur place qui permettra au lecteur de revivre le match ou la performance sportive sans vraiment y avoir assisté. Le sport ne peut s'exclure de commentaires également parce que, comme je l'ai dit tantôt, la prise de position est essentielle. Même si un journal ou un autre média se dit objectif. Le rôle du journaliste du sport est de commenter un événement sportif et plus précisément prendre position, évaluer ou juger une performance ou une contre-performance. Dans la révision, assurez-vous que les éléments techniques et tactiques au sport sont inclus. Sinon, prenez le temps de regarder les résultats et les statistiques des joueurs ou de l'équipe. Pourquoi ne pas rencontrer un athlète à la limite? Pour faciliter votre tâche, prenez position. Est-ce que l'auteur souhaite décrire une bonne performance ou au contraire une performance plutôt médiocre? Ce sera plus facile de voir ce qui devra ou être retenu dans la description. D'ailleurs, les témoignages vont être un peu différents dépendant de votre position. Il peut y avoir un entre-deux, mais habituellement c'est moins efficace. Soyez clair et mettez votre opinion ou celui du journaliste
en évidence. Conseil numéro 8. Utilisez des allusions ou des références culturelles et historiques. Les journalistes sportifs s'inscrivent dans une lignée d'auteurs historiquement liés à la littérature. En effet, la presse sportive est née au 19e siècle grâce à des gens de lettres. Comme une sorte de génétique textuelle, les références littéraires sont par conséquent très nombreuses dans le style journalistique sportif. Les références culturelles historiques sont également nombreuses. Les plus courantes sont les références à l'histoire du sport et à leurs événements marquants. Dans un même ordre d'idée, les allusions et références culturelles permettent d'intéressants jeux linguistiques et font, par exemple, souvent l'objet de nombreux défilements dans les titres des articles, comme un clin d'œil au lecteur. Le fait d'étaler des connaissances extrasportives peut être compris comme une volonté de montrer une compétence en culture générale, une compétence d'ailleurs recherchée en rédaction de sport. Ces allusions permettent aux journalistes d'établir une certaine connivence avec le lectorat basée sur une connaissance commune. Bref, l'utilisation des liens avec l'histoire du sport, mais aussi l'histoire mondiale en tant que référence culturelle partagée, est essentielle à la réussite d'un bon article sportif. En résumé, pour le conseil, impliquer stylistiquement les allusions et références culturelles et historiques dans le discours sportif et, finalement, prioriser les références historiques, culturelles et littéraires afin d'établir une connivence avec le lectorat, et ce, basée sur une connaissance commune. Conseil numéro 9. Veillez à utiliser le lexique officiel du sport. Le monde du sport possède son propre lexique. Les mots appropriés qui se doivent d'être utilisés lorsqu'on commente une performance sportive. Souvent, ils appartiennent au sport en général ou à un sport précis tel que l'athlétisme ou le volleyball, par exemple. D'après Pierre-Louis Liga, je cite, « Le langage du sport produit un discours rituel et compulsif, fait des mots techniques, certes, mais aussi de trouvailles de sens inhabituels, de clichés. » D'ailleurs, les médias contribuent de manière importante au développement et la diffusion du vocabulaire. Ces termes peuvent varier en fonction de la langue, le pays, la région ou même de la ville, par le fait. Il y a une forte présence du sport dans notre société et les termes font souvent l'objet d'un usage par le grand public. Ils évoluent dans un environnement particulier car le sport est sans cesse en changement en raison de l'émergence de nouvelles pratiques, de nouvelles règles ou du contexte international. Le champ lexical du sport révèle principalement du corps, de la performance, de la rivalité et de la technique. Pour Mustapha Krazem, il existe une classification dans le langage du sport. La première catégorie présente les termes qui n'existent que dans le domaine du sport et ne peut être utilisé que dans d'autres contextes. On peut voir des mots comme salto, ace, corner, uppercut ou bien break. La deuxième catégorie regroupe les mots avec une nominalisation des verbales avec un sens spécifique ou exclusif. En d'autres mots, ceux qui sont des substantifs dérivés d'un verbe en retirant le suffixe verbal de l'infinitif. Par exemple, tir, relance, centre, contre, sprint, drop, shoot. Finalement, la troisième catégorie présente les noms prédicatifs. Ces termes désignent un objet déjà connu, mais qui ont une autre signification dans le monde du sport. On peut voir les mots comme mur, but, carton, même ballon. Lorsqu'on parle d'un long ballon en sport, il ne s'agit pas d'un ballon très long, il s'agit d'une passe effectuée à grande distance. Si vous avez à réviser et que vous ne comprenez pas le sens métaphorique d'un mot, dites-vous que le terme est probablement relié au monde du sport ou qu'il a une autre connotation tout simplement. Il est mieux de s'informer au lieu de faire de la surcorrection ou de changer le sens. Inscrivez le mot et le sport sur Internet et vous devriez être en mesure de comprendre davantage. Pour des thèmes reliés au monde olympique, le guide Terminologie générique officielle des Jeux olympiques et paralympiques, rédigé par le Comité international olympique, peut être un bel outil. Le monde du sport possède un lexique riche en sens et en métaphores. Bonne chance! Conseil numéro 10. Veillez à utiliser de manière adéquate les anglicismes. L'introduction d'anglicismes par Eugène Chaput, connu comme le précurseur du journalisme sportif en France dans la langue française, démontre l'évidente suprématie de la langue anglaise dans le sport. Selon Dauvert, une cause de l'entrée des anglicismes du sport dans la langue française serait en partie la concision et la rapidité qui les caractérisent. La chercheuse Mélanie Bernard-Béziat a mis de l'avant la place que donnent les journalistes français aux anglicismes. Ils participent certainement à la propagation d'un discours anglicisé, mais certains de ces anglicismes sont nécessaires à la bonne compréhension du domaine particulier qui est celui du sport. En effet, lorsque la lexique porte sur des aspects techniques pointus faisant référence au plus haut niveau, l'anglicisme est privilégié, alors que lorsque le registre émotionnel est structurant, c'est le terme français qui est retenu. L'anglicisme est ici également un moyen de signifier au lecteur la spécificité dont il est nécessaire de s'approprier pour en comprendre la nature. Les anglicismes intacts
tels que le mot call, sprint, corner et uppercut en sont des bons exemples. Il faut tout de même s'assurer de bien vérifier dans plusieurs sources les anglicismes, car plusieurs mots anglais, dont ace, birdie ou shoot, vont être acceptés dans le reste de la francophonie, mais critiqués au Québec. Bref, certains anglicismes seront acceptés lorsque la véritable synonymie n'existera pas et qu'ils sont nécessaires à la bonne compréhension du lecteur. Vous devrez donc effectuer une recherche exhaustive afin de vous en assurer. Dans le cas inverse, ce sera le devoir de réviseur d'effectuer une traduction efficace. En résumé, pour le conseil 10, s'assurer de ne pas surcorriger les anglicismes qui sont nécessaires à la bonne compréhension du lecteur et qui n'ont pas de véritable synonyme. 2. Vérifier que les anglicismes sont acceptés au Québec et finalement, veiller à reformuler adéquatement les En résumé, pour le conseil 10, s'assurer de ne pas surcorriger les anglicismes qui sont nécessaires à la bonne compréhension du lecteur et qui n'ont pas de véritable synonyme. 2. Vérifier que les anglicismes sont acceptés au Québec et finalement, veiller à reformuler adéquatement les métaphores construites en anglais dont le français n'a pas d'équivalent. Le Vert et Or a besoin de vous. Vous et votre équipe avez été mandatés par le Conseil en communication du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, M. René Roy, pour adapter la version web de son article du 11 novembre dernier. Le texte que vous aurez à réécrire est destiné pour le quotidien de la Tribune. Pour le bonifier, vous devez exploiter l'information contenue dans les annexes jointes au document. Vous aurez donc accès à 2 verbatims ainsi qu'à une banque de photographies de la rencontre. La version finale de votre article va comprendre entre 450 et 500 mots, contenir au moins 2 citations directes d'entrevue et une photographie. Monsieur Roy vous laisse l'entière liberté de modifier son texte sans égard pour son style. Bonne chance! Maintenant que vous avez une meilleure idée en quoi consiste l'écriture journalistique sportive, qu'attendez-vous pour vous aussi vous immiscer dans le vestiaire des Canadiens?